Nous passons maintenant à notre troisième invité de ce panel, Dr Marc Chevalier, qui est PhD en neurosciences de l'Université de Bordeaux. Un parcours atypique mais impressionnant, puisqu'il a intégré des instituts d'excellence en France, les IHU, notamment l'Institut Imagine ou encore le LYRIC, qui traite des maladies cardiaques, où il était directeur d'innovation. Récemment, il est CEO d'une start-up santé et il a rejoint dernièrement le club des investisseurs en étant business angel parce qu'il a une passion pour tout ce qui est start-up et innovation en santé. Marc. Merci Iman pour cette introduction. Oui, je compléterai, j'avais quelques éléments, effectivement. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était quels enjeux pour l'innovation et le transfert de la technologie. Et donc, je vais commencer par une petite introduction de moi-même pour établir le contexte, puisque l'enjeu de cette présentation, c'est plus essayer de donner des recommandations sur finalement quels sont les outils qu'il faudrait pour essayer de faire en sorte d'optimiser ce que vous êtes en train de faire au CM6, et merci pour l'invitation et merci pour m'avoir aussi invité à construire avec vous un peu toute la réflexion autour des processus d'accompagnement. L'idée, c'est réellement au niveau stratégique, que ce soit à votre niveau ou au niveau des institutions, de l'État, des associations qui pourraient participer à cette initiative, de voir quels sont les enjeux à lever autour de l'accompagnement des startups. Donc, très rapidement, effectivement, je suis passé par différents services de transfert de technologie en France et d'innovation, avec essentiellement l'objectif d'accompagner les scientifiques à créer leur start-up, avec cette ambition certaine d'essayer d'augmenter le mindset entrepreneurial en France et d'avoir la capacité de convaincre ces chercheurs à réfléchir en termes de transition vers le marché. Et de réfléchir, comme le disait l'intervenant précédent, dans cette idée qu'on fait de la recherche avant tout au service de patients, dans le contexte de la santé, et avec cet objectif de ne pas se focaliser que sur l'application ou sur le brevet. En France, on est un pays spécialisé de ça, où on publie énormément de brevets, mais on ne sait pas les exploiter, mais réellement dans une dynamique de développement de produits et d'accélérer l'accès aux patients pour ces différents produits développés. Et donc j'ai été responsable de la création d'entreprise à l'Institut Imagine, qui est un institut hospitalo universitaire spécialisé dans les maladies rares, et directeur de l'innovation à l'IHU Lyric, spécialisé sur les maladies du rythme cardiaque. En parallèle de ça, j'ai contribué à l'accompagnement de startups dans différentes structures, notamment auprès de la Banque publique d'investissement de BPI France pour structurer l'écosystème Deep Tech, donc en lien avec cette transition entre recherche et innovation en France. Et je collabore avec une école de commerce, ESCP Business School, qui est basée à Paris et qui est une des plus prestigieuses des écoles de commerce en France. Et je continue aujourd'hui à être mentor ou évaluateur de différents dispositifs de start-up, que ce soit au sein du réseau Business Angel Angel Santé, qui est le premier réseau de Business Angel en France, et auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, et d'un réseau européen qui avait été structuré il y a une dizaine d'années, qui accompagne justement toute cette dynamique entrepreneuriale en Europe. Et à côté de ça, et c'est pour ça que c'est un peu ce côté atypique, c'est que j'ai un focus très orienté sur la carrière des docteurs et l'évolution de carrière des docteurs. C'est ce pourquoi au départ je me suis aussi intéressé au Maroc, c'est dans cette idée que finalement on met beaucoup d'investissement dans la formation des doctorants. C'est des maillons essentiels au niveau de la production scientifique dans les laboratoires, et on n'a pas assez d'outils aujourd'hui pour leur garantir une évolution de carrière pérenne dans l'avenir. Et l'innovation, la création de start-up, c'est un bon levier justement pour créer des emplois à forte valeur ajoutée, et où justement ces profils-là peuvent trouver leur place, soit en étant eux-mêmes porteurs d'un projet, soit en rejoignant ces différentes start-up pour continuer à travailler dans la recherche et dans un process plus de développement de produits pour faciliter l'accès sur le marché. Et donc dans ce contexte-là, j'ai collaboré avec l'association pour l'emploi des cadres en France, et puis Le Monde, le journal Le Monde, on a organisé une conférence sur ce sujet récemment. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis responsable du master bio-entrepreneur de l'Université de Paris-Cité, où on accompagne des scientifiques, médecins, pharmaciens à comprendre les enjeux d'entrepreneuriat,
je vais étendre mes fonctions en prenant le poste de secrétaire général de la chaire Intelligence artificielle en santé, soutenu par l'Institut d'intelligence artificielle Prairie de Paris et l'Université Paris-Cité. Je suis CEO d'une start-up en santé qui développe des solutions d'épuration sanguine. Et aujourd'hui, dans le cadre d'un autre projet où j'accompagne 2 cliniciens et 2 chercheurs, je suis nominé, puisque l'évaluation est en cours, au concours national de l'innovation porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et opéré par BPI France. Donc, toute cette introduction pour vous dire un petit peu le contexte dans lequel j'interviens aujourd'hui. C'est un schéma que j'utilise très souvent, puisque un élément essentiel pour assurer la réussite des startups, c'est cette notion d'écosystème. Ce n'est pas un seul acteur aujourd'hui qui peut assurer la réussite d'une startup, mais c'est un ensemble d'acteurs. Et en fonction de ce processus, qui est un processus assez bien connu des personnes qui accompagnent à la création d'entreprise, on retrouve différents acteurs qui sont essentiels dans ce maillot. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce schéma, c'est une figure que vous pouvez trouver en ligne avec l'explication du rôle joué par ces différents acteurs. Mais on voit qu'on part très tôt à gauche de l'idéation, avec le besoin effectivement de renforcer l'aspect recherche, l'aspect protection, l'aspect propriété intellectuelle, pour arriver ensuite à pouvoir sereinement développer un produit. Et ce schéma-là est structuré de telle manière à ce que les différents acteurs puissent trouver leur place à chacune des étapes de l'évolution. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo qui était plus orientée sur la carrière des docteurs en lien avec ce schéma-là, qui est en ligne aujourd'hui sur YouTube et qui a été réalisée dans le cadre d'une opération menée par le réseau alumni des lauréats de la bourse Marie Curie en Europe, qui est une bourse de mobilité européenne qui permet aux chercheurs et postdoctorants de pouvoir réaliser leurs projets de recherche à l'étranger. Donc, si on résume, en fait, ce qui s'est passé en France, c'est qu'autour de ce schéma-là, on a développé énormément d'acteurs qui interviennent à différentes étapes, avec des instituts sur lesquels aujourd'hui on a, en France, beaucoup investi pour les structurer, remonter dans le classement de Shanghai pour essayer de faire en sorte d'avoir une plus forte attractivité internationale et faire en sorte d'y adosser différents instituts de recherche qui soient spécialisés dans différentes disciplines pour une raison essentiellement marketing international, dans cette idée d'avoir cette visibilité qui permette d'attirer les chercheurs à venir s'installer, mais aussi les doctorants à venir réaliser leurs thèses. Autour de ça, ces 20 dernières années, on a structuré cette notion d'incubateur, accélérateur, l'idée étant de pouvoir accompagner très généralement les porteurs de projets, mais avec une focalisation ces 10 dernières années sur la dimension deep tech, donc cette idée de pouvoir transférer les résultats de la recherche publique en start-up. Et les efforts qui ont été réalisés, les centaines de millions d'euros qui ont été investis, ont été essentiellement là pour structurer ces structures d'accompagnement, puisqu'on sait que l'accompagnement est clé dans ces processus-là. Un chercheur tout seul ne se transforme pas en entrepreneur du jour au lendemain, et il y a différents acteurs qui doivent intervenir à différentes étapes du processus pour structurer à la fois le mindset du chercheur qui veut porter ce projet-là, et à la fois, finalement, tous les outils dont il a besoin autour pour pouvoir assurer la réussite du projet. Le gouvernement, au-delà des financements qu'il a attribués, a structuré tout un environnement qui permette de donner de la visibilité internationale, et je reviendrai après sur ces notions-là, avec différents labels qui ont permis, à la fois au niveau national, de pouvoir réunir les acteurs, mais surtout au niveau international, de donner une forme de lisibilité et de crédibilité aux différents acteurs, aux différentes startups qui portaient ce label. Le plus récent, la French Care, qui est ce label qui permet de mettre en avant l'excellence de la prise en charge en santé en France à travers les startups et les hôpitaux qui exercent en France. Ce qui nous permet aussi d'attirer une population internationale qui vient se faire soigner en France par rapport à cette excellence hospitalière. Un élément qui a été essentiel aussi, c'est l'attraction de financements étrangers. C'est une priorité pour énormément de pays de pouvoir attirer des investisseurs étrangers, puisqu'on a besoin de capitaux, comme on le disait, comme on l'a répété ce matin. On a besoin de capitaux qui viennent soutenir ce développement d'innovation. Le risque, c'est d'avoir ensuite des entreprises qui sont totalement détenues par des fonds étrangers et qui sont attirées à aller s'installer ailleurs
par rapport à la pression de ces différents investisseurs. Et donc ça, c'est des éléments qu'il faut aussi prendre en charge. C'est pour ça que BPI France, la Banque publique d'investissement, a investi elle-même dans des fonds d'investissement de telle manière à garantir une forme de souveraineté nationale sur les investissements portés. Et c'est une stratégie qui s'est déportée aujourd'hui dans un contexte européen, puisque jusqu'à présent la Commission européenne délivrait plutôt des subventions, un peu à la mode du NIH aux États-Unis, mais aujourd'hui a pris une posture d'investissement dans le capital et donc de prise de participation dans des entreprises. Et ça avait été réfléchi avant le Covid, mais ça a été beaucoup présent pendant le Covid pour éviter justement que les vaccins qui étaient développés en Europe soient rachetés par des fonds étrangers et que finalement la population européenne ne soit pas la première à pouvoir bénéficier de ces vaccins. Donc ça, c'est des questions importantes à se poser, puisque finalement, c'est très stimulant de pouvoir se dire on attire des investissements étrangers, des investisseurs étrangers à venir financer nos startups, mais il faut trouver le bon équilibre pour qu'à un moment, le financement national reprenne le dessus pour pouvoir garantir cette forme de souveraineté nationale. C'est pour ça qu'en blanc, même si ça ne se voit pas beaucoup ici, l'idée c'est réellement de se dire aujourd'hui dans un mode start-up, dans une dynamique émergente, on a l'obligation de faire venir des capitaux étrangers, mais au moment où on va passer à l'industrialisation de ces startups, à une taille critique de ces startups qui va générer de l'activité économique au niveau territorial, il faudra réfléchir à cette notion de souveraineté au niveau aussi des investissements et garantir la pérennité des emplois qui sont créés localement. D'autant plus, comme je le disais, que l'enjeu, c'est créer des emplois à forte valeur ajoutée, même si aujourd'hui en France, la conséquence de ça, c'est qu'on manque surtout de main-d'œuvre pour des emplois plutôt niveau technicien ou ingénieur, puisque finalement, beaucoup de gens ont été poussés à faire des métiers à plus haute qualification, et la tension sur les métiers repose plus aujourd'hui sur ces emplois-là. Aujourd'hui, on est sur un plan d'investissement France 2030, qui est le nouveau plan d'investissement en France, de 54 milliards d'euros pour soutenir justement cette transition. On est arrivé à cette maturité où on est arrivé à montrer notre crédibilité en tant que Startup Nation, même si on est loin de certains autres pays qui ont investi beaucoup plus dans cette dynamique-là et qui ont beaucoup plus de succès à mettre en avant qu'en France, mais parce qu'on a compris aussi que si on voulait finalement pérenniser ces entreprises et assurer la pérennité des emplois, il fallait maintenant soutenir l'industrie, réindustrialiser la France, faire en sorte qu'on puisse maintenir ces entreprises en France et les emplois localement. Donc, en synthèse, si finalement on le voit sur une forme de process, à quel moment finalement on innove, à quel moment c'est important de considérer ces enjeux de transfert technologique, d'innovation, on est plutôt sur cette partie très initiale du processus. Et ça, si on prend ça en chronologie de temps, c'est à peu près le moment où vous êtes aujourd'hui, ici au CN6. Bien sûr, les investissements vont être importants, mais il faut rentrer dans cette logique de se dire, plus on investira, et plus on aura la capacité d'investir avec des fonds souverains, plus on aura la capacité de pouvoir bénéficier de retours sur investissement direct sur les territoires. La phase d'industrialisation, c'est quelque chose à anticiper dès aujourd'hui. C'est que même si on est dans un processus aujourd'hui où on se dit, bon ben voilà, il faut faire les choses par étapes, il faut d'abord penser à générer des startups, faire en sorte de pouvoir accélérer leur accès sur le marché, de leur produit sur le marché et assurer la pérennité de leur financement, il faut déjà réfléchir en fait à quelles seront les étapes qui permettront de passer à l'industrialisation, les installer dans les territoires, faire en sorte qu'elles puissent être réparties dans différents territoires, assurer le développement de ces territoires de façon homogène et pouvoir bénéficier dans un second temps de retour sur investissement. Et cette notion-là qu'on a oubliée parfois en France, c'est que certaines startups ont bénéficié notamment sur des tours assez élevés de financement, de financement américain importants, avec des financeurs qui leur demandaient de venir s'installer sur le territoire américain pour être plus proche de leur marché et pouvoir aussi être plus proche de l'écosystème qui était beaucoup plus riche aux États-Unis que ce qui peut l'être en France. Et ça a été un problème puisque finalement, dans les réussites qu'on a pu mettre en avant, il y a beaucoup de ces réussites-là qui sont parties aux États-Unis avant même finalement qu'on puisse bénéficier de ces retours sur investissement. Donc il y a eu beaucoup d'argent public dépensé sur la réussite de cette start-up dans la phase initiale et où finalement on a raté le retour sur investissement puisqu'au moment où il fallait investir beaucoup d'argent, l'Europe ou la France n'avait pas suffisamment de finances pour pouvoir garantir le fait de maintenir l'entreprise en France. Et donc comme je le disais, et c'est
C'est ce pourquoi, en tout cas, je travaille dans ce secteur. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est créer de l'emploi à forte valeur ajoutée. Être capable, dans ces startups, d'y insérer les docteurs qui ont été formés à l'université. Si on investit beaucoup en termes d'investissement de projets pour développer les projets scientifiques, à la fois au niveau recherche fondamentale, à la fois au niveau de la transition vers la transfert technologique et l'innovation, il faut être capable aussi de rentabiliser tout ce qu'on a investi pour la formation des doctorants. Et donc, c'est un enjeu aussi important de se dire, et c'est pour ça que l'acteur le mieux placé est probablement un institut de recherche ou une université. L'important, c'est de se dire comment, finalement, la formation d'excellence que j'assure à mes doctorants me permet ensuite de pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre théoriquement qualifiée pour pouvoir continuer à développer ces produits dans un mode où, effectivement, on pense plus en termes de rentabilité, plus en termes de mise sur le marché, mais où, finalement, la formation faite à l'université ou dans les instituts de recherche est essentielle pour pouvoir continuer ces travaux. Donc en conclusion, juste une phrase. Ce qui est important en termes pour moi, en termes d'innovation et les enjeux associés à l'innovation et le transfert technologique, et c'est comme ça qu'on le vit en France, notamment à travers le découpage des régions, c'est un enjeu de développement économique territorial. Il faut d'abord penser à cet élément-là, de se dire comment je fais en sorte de développer mon territoire, de faire en sorte de mettre en place un écosystème qui soit qui fonctionne en cercle vertueux, et sans forcément tout de suite cibler l'idée de vouloir être la Silicon Valley au Maroc ou dans d'autres territoires, mais vraiment dans cette idée de se dire on a besoin de structurer notre écosystème pour que finalement les startups puissent se développer dans un environnement qui soit propice à leur développement technologique et à leur développement économique. Et donc, il ne faut pas négliger que ces startups doivent tout de même, dès le départ, être compétitives au niveau international. Ça, forcément, ça s'appuiera sur les brevets, puisque au moment où on commencera à mettre en place une stratégie de brevet, il faudra tout de suite réfléchir à finalement à quel niveau de compétitivité notre brevet au niveau international, à quel niveau du coup seront nos startups au niveau international. Et il faut être très ambitieux, je pense que la présentation d'avant le montrait, c'est qu'il faut être là réellement pour changer la façon dont les gens sont traités, changer les processus, les différentes méthodes utilisées, parcourir, prospecter différentes stratégies qui permettent, quitte à ne pas être compris au moment où on la développe, mais faire en sorte de pouvoir démontrer justement sa stratégie de telle manière à réellement rentrer dans un processus d'innovation. Et tout ça, ça passe par tout ce processus qui a été expliqué ce matin, de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, pour être bien sûr que les porteurs de projets exploitent tout le potentiel qu'ils ont dans leurs mains à travers les différents travaux sur lesquels ils se battent. Et donc tout ça, à terme, et c'est pour ça que je parle de cercle vertueux, c'est que finalement tout ça revient aux universités, tout ça revient ensuite aux instituts de recherche, puisque la qualité des innovations qui en sortent rejaillira forcément sur la qualité de la formation délivrée dans ces établissements. Je vous remercie.